Bonjour et bienvenue pour cette 260e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle de comics en VF, de comics qui sortent dans toutes les librairies de France et de Navarre, disponible en bas de chez vous, chez votre libraire, disponible dans tous les réseaux et bien entendu sur originalcomic.fr puisque depuis maintenant un an on fait de la VF et vous adorez ça, donc on continue. Alors aujourd'hui on va commencer, il y a beaucoup de titres Panini à mettre en avant et des titres de qualité, donc c'est pour ça que je vous les présente. On commence par le Spider-Man Deadpool, la série régulière, c'est une série régulière créée par Joe Kelly et Ed McGuinness. Donc il y a maintenant quelques mois. Il s'agit d'une donc série continue, on l'a dit, par les créateurs de la série première série régulière Deadpool qui date d'il y a plus de 25 ans. Il faut savoir que Deadpool a été créé dans les pages de New Mutants, puis a fait des apparitions dans X-Force, donc par Rob Liefeld, puis a eu droit à deux mini-séries, une par Joe Madureira, l'autre par Ian Churchill, et qu'il a eu droit ensuite à sa série par Joe Kelly et Ed McGuinness. Ces deux auteurs reviennent 25 ans après, retravaillent ensemble, reforment ce duo magique pour une série crossover qui met en tête Deadpool et Spider-Man, ces deux personnages qui ont la particularité d'avoir tous les deux un humour décapant, de parler au lecteur et d'avoir chacun leur univers. Alors ils n'ont pas les mêmes méthodes puisque Deadpool est un mercenaire plutôt violent et plutôt radical et Spider-Man on le connaît, c'est notre tisseur adoré. Cette série a de nombreuses qualités, elle est remarquablement bien écrite, très bien dialoguée, très drôle, très fun. Elle a aussi cette particularité un petit peu folle de nos jours d'être un comics accessible à tout le monde, avec des dessins absolument somptueux, tout en rondeur et d'une justesse folle. C'est vraiment très accessible pour tout nouveau lecteur et tout fan de comics. Il y a de la couleur, il y a de l'action, c'est ce qu'on aime dans les comics. Nous n'aimons pas les comics trop sombres, trop dark et qui se passent dans un 2 pièces cuisine sans action comme des films français. Nous on aime les comics avec des couleurs, avec des onomatopées, avec de l'action, de l'humour et tous les ingrédients qui font que voilà, quand on regarde ce Spider-Man, regardez ce Spider-Man par Ed McGuinness, on se dit waouh, c'est le Spider-Man qu'il a toujours voulu dessiner et c'est le Spider-Man qu'on aime, c'est le Spider-Man il est à la fois d'une modernité folle et d'un classicisme vraiment moderne et c'est vraiment complètement fou. Regardez graphiquement comme c'est chouette. Cette série est vraiment excellente, donc sachez qu'il y a déjà un tome 2 qui est prévu et qui est déjà en prévente sur originalcomic.fr, sortira début 2018. Regardez son Spider-Man comme il est chouette, c'est trop bien de le voir dessiner comme ça, Spider-Man, c'est tellement agréable et c'est tellement agréable de voir les deux auteurs. Regardez, voilà, c'est ce dessin que j'ai tout à l'heure en refeuilletant. Moi j'ai lu ces épisodes en VO à leur sortie et j'ai pas pu résister à l'achat de cet album. Alors cet album reprend les épisodes 1 à 5 et l'épisode 8 de Spider-Man Deadpool. Pourquoi ont-ils fait l'impasse sur le 6 et le 7? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été faits par Joe Kelly et Ed McGuinness. En fait cette série a vu les deux auteurs faire des chapitres, faire des arcs et donc ils ont fait le premier arc qui a été du 1 à 5, puis l'épisode 8 et puis après ils ont fait d'autres pauses et ils sont revenus. Donc ils ont fait une sacrée série d'épisodes. Peut-être que Panini nous publiera les épisodes manquants dans un recueil plus tard, mais en attendant je pense qu'ils vont se concentrer sur les épisodes de Joe Kelly et Ed McGuinness. Sachez que Joe Kelly et Ed McGuinness ont quitté depuis la série Spider-Man Deadpool puisque Ed McGuinness dessine pour le moment des petits projets à droite à gauche. Il vient de faire un épisode de Astonishing X-Men par exemple. Sachez que c'est Chris Bacalo qui reprend la série et que ça risque d'être absolument magnifique puisqu'il a déjà dessiné Spider-Man et c'est toujours super chouette. Voilà, c'est vraiment une série de qualité. On voudrait lire des séries comme ça plus souvent. C'est vraiment quelque chose d'assez savoureux. Moi je suis complètement fan de cet univers graphique. Ed McGuinness est un dessinateur que j'aime depuis très longtemps et je trouve qu'il a un style complètement magnifique et puis Joe Kelly, on sait qu'il sait écrire et quand ils sont ensemble ça fait des étincelles. Voilà, si vous avez aimé les premiers Spider-Man Deadpool, si vous avez aimé les premiers Deadpool par ses auteurs, 25 ans après vous serez ravis de retrouver bien entendu les aventures du tisseur et du mercenaire. Alors puisqu'on parle de Deadpool, sachez qu'est sorti ce Deadpool Bad Blood, un original graphic novel. C'est un super grand format. Alors je vous montre par exemple, donc ça c'est un format Marvel Now et regardez, il est un peu plus haut
et il est un petit peu plus large. C'est vraiment, c'est presque le format d'un deluxe. Donc c'est un original graphic novel. Ce n'est pas sorti en kiosque, ce n'est pas sorti en fascicule aux États-Unis. Ça n'a pas été chapitré. C'est une saga de plus de 100 pages, originale, publiée directement en album. Il y en a eu quelques-uns depuis quelques années chez Panini et chez Marvel. Et donc voilà, un joli vernis sélectif comme vous pouvez le voir sur la couverture. Qu'est-ce que ça a de particularité ce comics? C'est tout simplement le retour de Rob Liefeld, le créateur de Deadpool avec Fabian Nicieza, sur Deadpool. Voilà, justement, il revient. Donc ce one shot qui va avoir une suite l'année prochaine a été initié parce que le film a eu un énorme succès au cinéma, et pour rendre à César ce qui appartient à César, on lui a commandé chez Marvel une nouvelle série sur Deadpool. Et il est revenu sur Deadpool parce que c'est vrai que c'est un personnage que finalement il a beaucoup dessiné sur des couvertures, mais il l'a très peu mis en scène, à part dans les pages de New Mutants et X-Force et dans quelques séries à droite à gauche. Et là du coup il a l'occasion de raconter une vraie grande belle histoire. Pour cela il s'est alloué les services de deux scénaristes qui sont Chris Sims et Chad Bowers, qui ont travaillé sur notamment X-Men 92 et qui travaillent sur la nouvelle série Youngblood qui est produite par Rob Liefeld chez Image Comics. Alors dans cette série on retrouve tous les ingrédients qui font de Deadpool, c'est-à-dire bien entendu l'univers graphique complètement déjanté de Rob Liefeld avec toutes ces exagérations graphiques et tous ces petits défauts qui font autant de charme. On retrouve bien entendu des flashbacks incroyables avec Domino mais aussi X-Force, et quel plaisir de retrouver les X-Force de Rob Liefeld pour ceux qui comme moi ont connu et aimé cette période. Et on retrouve toute la galerie de personnages bien entendu. Donc regardez ces personnages qu'on a découverts dans X-Force, regardez Warpath, regardez bien entendu Shatterstar et regardez Cable bien entendu avec ses gros guns et ses armures improbables. Les deux se foutent sur la gueule comme au bon vieux temps, et c'est un plaisir non dissimulé que de les retrouver. Voilà. Donc sachez-le, on retrouve une grande galerie de personnages comme Garrison Kane par exemple, qui avait fait les jours heureux bien entendu de la série X-Force à ses débuts. Voilà, c'est un vrai graphic novel avec une histoire longue. On n'est pas sur un 22 pages, on est sur une grosse centaine de pages, et donc on est sur des tous les codes de la splash page, des scènes d'action dantesques, de l'humour, de la violence puisque c'est Deadpool, et puis voilà tout l'univers graphique de Rob Liefeld comme on a pu le dire. À la fin sachez qu'il y a des bonus comme évidemment souvent avec des pages en noir et blanc. Voilà, un énorme travail de Rob Liefeld qui a produit le nombre de pages avec qualité et un niveau un petit peu au-dessus de ce qu'on a pu voir dans ses récentes créations. Voilà, c'est très appliqué, il y a un gros travail sur les couleurs qui est réalisé, c'est vraiment très chouette, et c'est un numéro qui cartonne, c'est vraiment un truc qui cartonne sur originalcomics.fr. on passe notre vie à en recommander, donc n'hésitez pas si vous souhaitez lire et découvrir cet album. En tout cas il est disponible sur originalcomics.fr. voilà, c'est dit. Toujours chez Panini, ne ratez pas la sortie d'un one shot qui peut être peut-être un tome 1, on aura peut-être une suite un jour. C'est tout simplement Huck, une série chez Mark Millar dans le Millar World. Vous savez que le Millar World a été racheté par Netflix le mois dernier, pendant qu'on était tous en vacances. C'est une série scénarisée par Mark Millar, créée par Mark Millar et dessinée par l'incroyable Raphaël Albuquerque. Raphaël Albuquerque étant le dessinateur de American Vampire notamment. Il a dessiné aussi pas mal de Batman ces dernières années. C'est un dessinateur complet, talentueux, vraiment génial. Et tous les deux, ils nous racontent l'histoire de Huck. Huck est un gars, un orphelin qu'on a trouvé devant une église et qui a été élevé dans un petit village et qui a développé une force surnaturelle, des pouvoirs, le pouvoir notamment de retrouver des objets, retrouver des gens. Il sait où sont les choses, et donc voilà, donc il a ses pouvoirs, mais c'est son secret. Et tous les gens du village sont au courant, ça les arrange bien parce que Huck il aime bien rendre service, c'est un peu Amélie Poulain, il rend des petits services à tout le monde, et tout le monde lui rend bien, et il est très apprécié. Et puis un jour son secret éclate au grand jour, et finalement on se rend compte que s'il a eu ses pouvoirs, c'est qu'il y a une raison, et puis il y a des gens qui sont à sa recherche depuis très longtemps. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Pour l'univers, on est très proche d'une bande dessinée, ça rappelle un petit peu Superman dans Smallville, le côté ingénu, le côté naïf, mais on a un personnage hyper attachant qui a des faiblesses et qui a un cœur gros comme ça, et c'est vraiment un bonheur absolu.
de découvrir ce personnage qui n'est que qui n'est qu'amour finalement et qui n'est que gentillesse, et c'est très voilà, ça pourrait être très casse-gueule d'écrire un personnage comme ça, mais c'est remarquablement bien écrit et remarquablement bien mis en scène, notamment grâce aux dessins magnifiques et aux couleurs, il faut le citer, de Dave McKay, qui a fait un travail absolument somptueux à tous les niveaux. Voilà, il y a de la poésie, il y a de l'onirisme, il y a des choses absolument complètement folles au sujet de Huck. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, et c'est pareil, c'est un titre cartonne sur originalcomics.fr, et on est ravis parce que vous ne vous y trompez pas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vous montre pas trop la fin parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais sachez que donc il va devoir évidemment assumer ses pouvoirs finalement, et il va devoir s'en servir certainement à des fins que vous découvrirez dans ces pages. Voilà. Mais voilà, c'est gros coup de cœur pour cette série. Je l'avais lu en VO pareil, et je n'ai pas résisté à l'envie de le prendre en album en VF parce que c'est vraiment magnifique. Et puis comme vous le savez, je suis un grand fan de Miller World, et du coup je me refais toute la série des Miller World dans la collection en hardcover chez Panini. Voilà, tout simplement. Huck, faut vraiment le lire, faut vraiment le découvrir, c'est vraiment un comics pas comme les autres. J'ai retrouvé aussi de la poésie que j'ai pu aimer dans un comics de Jeff Loeb et Tim Sale. Il y a un peu de Tim Sale d'ailleurs dans le dessin de Raphaël Albuquerque, notamment sur la série Superman for All Seasons, qui n'est pas ressortie chez Urban pour le moment. Cette série était absolument magnifique parce que graphiquement parfaite et pleine de poésie, et d'un coup Clark Kent avait une autre dimension. Mark Millar a réussi son coup parce qu'il a recyclé le côté un peu patriotique, sympathique et boy scout de Captain America, mixé côté la jeunesse de Superman à la campagne, un petit peu ingénu, qui découvre le monde et la vie, et qui comprend que le monde est plus grand que la frontière de sa ville, et voilà, donc c'est remarquable, et donc il faut le dire, donc c'est vraiment un comics à lire et à découvrir. Voilà, tout simplement. Toujours chez Panini, mais ce n'est pas du Marvel, c'est le 5e numéro de Sunstone. Sunstone, c'est la série de Stefan Sejic, vous le savez, paru en web série sur DeviantArt d'ailleurs. Pendant des mois, il a œuvré, je sais pas combien de pages il a fait, mais il y en a énormément. Stefan Sejic, c'est ce dessinateur qui a dessiné Witchblade pendant très longtemps dans un style à l'époque très chargé. Moi j'aimais pas trop ce qu'il faisait à l'époque, et depuis cette série, depuis Sunstone, il a développé un style vraiment différent, plus cartoon et très simplifié, mais toujours à la palette, ce qui lui permet de faire beaucoup de pages, et donc c'est pour ça qu'il a fait ce comics. C'est sorti chez Topco aux États-Unis, c'est disponible en TPB, c'est aussi disponible en hardcover. On a les hardcovers sur originalcomics.fr, vous pouvez les prendre. On a la VF bien entendu aussi. Les 5 tomes sont disponibles, et donc si vous voulez vous faire la série, allez-y. Et donc comme ça, il avait une œuvre complète, Topco l'a édité aux États-Unis chez Image Comics, et ça a été le plus gros succès de Topco depuis 20 ans. C'est-à-dire que Topco, depuis Witchblade, ils n'avaient pas fait un gros succès. Ils ont eu Cyberforce, Witchblade, ils ont eu Darkness, et puis après plus rien. Et donc du coup, ils ont fait Sunstone, et c'est un énorme succès pour eux, donc tant mieux, parce que moi j'aime les succès. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble graphiquement. Alors ça, c'est une des pages plutôt voilà, c'est une histoire de la vie courante, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour entre Ali et Lisa, deux femmes qui à la fois s'aiment et puis découvrent avec passion des plaisirs SM d'ailleurs, et qui va d'ailleurs encore plus les unir. Mais c'est une histoire d'amour avant tout, et c'est une histoire d'amour avec tout ce qu'il y a de compliqué, avec la difficulté d'être en couple, avec les bonheurs, les petites joies, le quotidien, mais aussi des choses plus difficiles, avec des fantasmes, avec beaucoup de choses, avec de la nudité, avec évidemment des scènes un petit peu plus coquines, donc d'où cette couleur très rouge, à dominante rouge, parce que c'est un comics assez sulfureux, c'est un comics réservé à un public averti bien entendu, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est très beau, c'est très beau graphiquement, et c'est très beau aussi, cette histoire est très belle, c'est très bien écrit, c'est un homme qui écrit sur des femmes, et c'est très loin des clichés auxquels on pourrait s'attendre. On n'est pas du tout dans les stéréotypes de tous les jours. C'est une série qui a énormément de succès un petit peu partout, et c'est mérité, et qui voilà, au-delà de son côté coquin et de son dessin magnifique, a des vraies qualités scénaristiques, et voilà, donc c'est une bande dessinée à découvrir. Toujours chez Panini, puisqu'on est très bien chez Panini, il fait chaud, il fait bon. Est sorti, finalement ils les sortent à une vitesse folle, à nouveau de
Deluxe, tout simplement, dans la collection Deluxe, avec toujours des épisodes de l'époque, un jour de plus. Alors on avait parlé des précédents tomes, il y avait l'étrangère aux cheveux roux qui était sorti, il n'y a plus de numéros depuis quelques temps, il y avait des numéros pour les premiers, maintenant ils ont juste un titre, mais les numéros se suivent à peu près, de temps en temps ils font l'impasse sur des numéros qui sont moins bons. On arrive un peu à la fin de l'ère un jour de plus, qui sera remplacé par l'ère Big Time, donc peut-être on aura les épisodes d'Humberto Ramos qui sont manquants pour le moment, donc on espère qu'on les aura. Et on arrive un petit peu à la fin, c'est-à-dire que pendant longtemps on a eu des équipes de dessinateurs, stars et tout ça qui ont œuvré pendant assez longtemps sur Spider-Man. Il y avait 3 numéros par mois quand même à l'époque, et ça produisait, ça débitait. Donc là, les scénaristes s'appellent Mark Waid, Fred Van Lent et Mark Guggenheim, et au dessin c'est beaucoup plus expérimental. Alors c'est des dessinateurs connus comme Javier Pulido, pardon, Marco Cecchetto, Luc Ross. Il y a Adam Kubert qui fait un épisode qui était un tie-in de The List. D'ailleurs, c'est certainement le plus bel épisode de l'album. Il y a l'arrivée d'un dessinateur qui s'appelle, il y a des épisodes, alors attendez, je vais retrouver, non, excusez-moi, il y a Eric Canet qui fait ça, il y a évidemment oh là là, le dessinateur, comment s'appelle-t-il, parce que oh là là, j'ai quel trou de mémoire, bah, vous allez le reconnaître, parce qu'il n'est pas crédité, c'est très bizarre, il n'est pas crédité au début, au dessin, Dame Pulido, c'est ta canette, non, il n'est pas crédité, et pourtant, voilà, donc on est plus sur un côté indé, en fait, sur du Spider-Man, beaucoup plus indé. C'était donc la fin de ce run. On sait très bien que après ils ont complètement changé, parce que ça a été le retour d'Humberto Ramos sur la série, le premier retour d'Humberto Ramos, parce qu'après il a fait 2 autres retours, puisque c'est des épisodes qui se passent bien avant Marvel Now, bien avant Superior Spider-Man. Voilà, comme d'habitude il y a les couvertures, comme d'habitude c'est bien produit. Voilà, moi je me fais toute la série parce que je suis un fan de Spider-Man, et même si je suis peut-être un petit peu moins fan de cette époque, eh bien comme ça je les ai, voilà, tout simplement. Alors on va parler un peu d'Urban Comics, parce que serait le monde sans Urban Comics, l'éditeur qui a révolutionné et donné ses lettres de noblesse aux comics en France, et si bien que Panini les copie à tout niveau, et notamment sur l'offre kiosque, puisque Panini est complètement dépassé, vous le savez. Et je voulais vous parler d'un récit absolument remarquable, encore une fois, le mot de la semaine c'est remarquable, signé Max Landis, le scénariste du film Chronicle, avec une horde de dessinateurs comme Nick Dragota, Jaeli, Francis Manapul, Jock, qui ont chacun dessiné un chapitre, et ça revient un petit peu sur les années vertes de Clark Kent, avant qu'il soit, donc ça s'appelle American Alien. Alors évidemment ça fait référence au fait que c'est un étranger, Alien ça veut dire à la fois étranger et extraterrestre, et on retrouve des épisodes à plusieurs époques de la vie de Clark Kent, un Clark Kent enfant, avec cet épisode par Nick Dragota. Il y a Joel Jones qui fait un épisode aussi, c'est magnifique. Il y a Tommy Lee Edwards, le dessinateur de Turf et de 1985, qui fait un épisode, c'est aussi magnifique. En fait on voit grandir Clark Kent d'épisode en épisode. Il y a même un épisode un peu Spring Break dessiné par Joel Jones, où on le voit un petit peu se dévergonder et avoir une relation un petit peu, oh là là, osée, et puis une amourette, une amourette qui se termine bien pour lui, tant mieux. Voilà, c'est très bien écrit, c'est très tendre, c'est très chouette, et les épisodes de Jaeli et de Jock sont absolument magnifiques comme toujours, très graphiques, et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, puisque on y prend goût, on s'attache, et on se fait un énorme plaisir à lire ces histoires inédites, toutes ces tranches de vie autour de la vie de Clark Kent, avant qu'il ne soit Superman, avant qu'il ne soit reporter, avant qu'il ne soit le Superman qu'on connaît, un Superman balbutiant, parce qu'il devient Superman par la force des choses et avec le temps qui passe, voilà, parce qu'on est à plusieurs époques, voilà. Donc c'est vraiment un récit à découvrir, c'est une très très belle édition de la part d'Urban Comics, c'est un très beau boulot, et voilà, donc c'est une série que je vous recommande, le Superman American Aliens, qui peut se lire indépendamment de, si vous voulez, de tout ce que vous pouvez lire par ailleurs chez Urban Comics, que ce soit du DC Renaissance ou du DC Rebirth, ça se lit complètement de façon indépendante. Voilà, à noter la sortie du Mad Movie, je suis toujours abonné grâce à un gentil lecteur qui m'a abonné, avec un numéro sur le retour de Terminator 2 en 3D ou 4D ou je sais plus quoi, numéro 310, encore un numéro
très intéressant. Et Cinématiseur, un magazine que j'aime toujours autant, que j'apprécie toujours autant de le lire. J'arrive plus à parler. Voilà, Cinématiseur, qui nous parle notamment de ça, qui cartonne aux États-Unis. C'est un énorme succès, plus gros succès de l'histoire pour un film sorti au mois de septembre. Donc voilà, je crois que on s'est tout dit. C'est plutôt pas mal, c'était la 260e émission si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. En tout cas c'était la nouvelle émission, si je me suis trompé de numéro c'est pas grave. J'espère qu'il y en aura plein d'autres pour parler de VO, je sais que vous aimez ça, donc on ne s'en prive pas. Salut.